Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces rois, leurs peuples et leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur votre application de balado favorite. Genre 5 étoiles si vous ne savez pas laquelle choisir. Ou à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Épisode 63. Clovis de Nice. Clovis s'est donc créé son royaume du nord de la Gaule en une vingtaine d'années. 19 pour les plus pinailleurs, de 481 à 500. Seul grand territoire de l'ex-empire de l'Ouest, piloté par un païen aérien. Alors que les pilotes des 4 autres royaumes sont résolument des bons ariens chrétiens. Il est donc grand temps d'aborder l'événement du règne franc. Je veux bien sûr parler du baptême du roi Clovis. Pour ceux qui ont encore des souvenirs des années 90, et de 1996 en particulier, le 1500e anniversaire qu'on avait fêté en grande pompe cette année-là dans la France. Il est possible que vous vous demandiez ce qu'on a fabriqué jusqu'à ce stade pour éviter de parler du gros sujet qui fâche. Il est maintenant temps de répondre. Revenons donc sur cet événement hyper critique qui va tout changer ou presque en Gaule et de sa date pas du tout certaine dans ce nouvel épisode. Fixer la date du baptême de Clovis est une affaire compliquée. Même si elle ne change pas l'histoire du royaume mérovingien en construction sur le temps long, elle change pas mal de choses par contre pour comprendre l'histoire de notre roi favori. Alors, pour notre part, nous avons fait le choix d'une chronologie alternative au schéma habituel. Dans notre narration, le grand moment n'arrive que tardivement dans l'histoire du roi des Francs. Ce qui explique qu'on a évité le sujet jusque-là, vu que ça nous semblait plus cohérent ainsi, en suivant pas mal d'historiens modernes et que le récit y gagne en clarté. Mais c'est un choix absolument discutable, et vous trouverez autant de thèses qui soutiennent ce que nous avons raconté que d'autres totalement contradictoires. Et pour une raison toute simple, si vous rassemblez tous les textes et tous les indices historiques, les chroniques et les lettres, il est impossible de ne pas tomber sur des contradictions et des impossibilités. Et pour faire rentrer tout ce matériel dans un narratif cohérent, on est obligé de donner plus d'importance à certains indices et d'en abandonner d'autres, puisque les sources se contredisent ou sont contredites d'une certaine manière par les faits connus par ailleurs. D'où la variété d'interprétations que vous trouverez sous Wikipédia ou les différents ouvrages à propos de Clovis et de son baptême. Alors, pour schématiser à outrance, il y a 2 grands courants de pensée chez les historiens. Une chronologie classique liée à Grégoire de Tours et qui place le mariage de Crodéchilde ou Sainte Clotilde, la victoire sur les Alamans et le baptême avant la guerre contre les Burgondes entre 496 et 498. Un récit net et sans bavure, proposé par l'évêque, mais qui a écrit son livre longtemps après les faits. Et une autre chronologie qui se base sur les autres indices disponibles de l'époque et qui pousse pour une date plus tardive du triptyque mariage, conversion, baptême, après la guerre contre les Burgondes, possiblement entre 505 et 506, voire pour certains 507-508. Une histoire plus compliquée à écrire, en interprétant des textes et des sources diverses, mais dont les indices sous-jacents ont l'avantage d'être plus contemporains des événements. Et c'est vrai qu'à choisir, entre une belle histoire bien carrée, racontée 100 ans après les faits par un chroniqueur légèrement partial, et des indices contemporains, on pense qu'il n'y a pas trop de débat à avoir. Mais ça, c'est nous et notre interprétation. Et il faut vous prévenir que cela ne représente pas du tout une preuve. Quoi qu'il en soit,
on a choisi de retenir cette thèse du mariage avec Clotilde et sa suite logique du baptême après la guerre des Burgondes. Et on se range plutôt derrière l'hypothèse du baptême sur l'année 505 ou 506. Voilà, maintenant, vous êtes au courant. C'est notre choix, qui restera contestable. Mais on assume, et voilà nos arguments en gros. Pour faire simple, la chronologie tardive type 507-508 semble compliquée elle aussi, car elle suppose que Clovis se serait fait baptiser après la grande guerre à suivre de 507. Alors, c'est possible, mais ça nous semble bizarre quand même, car tout semble indiquer que sans être une guerre religieuse, la fidélité au credo nicéen du roi des Francs va être mise à contribution pour cette fameuse campagne de 507 et justifier la prochaine élection. Mais évidemment, on reviendra là-dessus. Inversement, la chronologie plus prématurée de Grégoire de Tours, avec l'année 496, est populaire et habituellement citée parce qu'elle est simple. En tout cas, plus facile à raconter. Mais c'est justement le problème, car Grégoire fait parfois des raccourcis pour délivrer un texte bien lisse, avec une narration parfaitement limpide. Un peu trop même. Et puis, Grégoire lui-même dans son texte indique plusieurs fois directement ou indirectement qu'il n'est pas 100% sûr de ce qu'il raconte dans les détails. Par exemple, quand il rapporte la fameuse bataille contre les Alamans, qui est vue comme le grand déclencheur de la conversion, et qu'il la positionne dans son récit, il utilise en latin l'adjectif aliquando, qu'on peut traduire par quelque chose comme « au bout d'un moment ». Autant dire qu'on n'est pas sur des fondations hyper solides pour bâtir des certitudes de date avec des passages pareils. Et l'évêque peut se tromper de bonne foi en reconstruisant l'histoire 100 ans plus tard. Une histoire qu'il doit trouver probable, ou souhaitable, ou les deux, car, dernier élément à prendre en compte contre une datation tôt dans le règne, c'est justement les biais de Grégoire. L'évêque est trop heureux de faire de Clovis un chrétien dévoué le plus tôt possible, devenant le champion de la foi soutenu par Dieu, à la manière de Constantin le Grand pour triompher de tous les ennemis païens ou ariens qui l'entourent. Qu'il l'ait fait en connaissance de cause ou non, tout pousse Grégoire à baptiser Clovis tôt dans son histoire et à faire passer le message que le roi, soutenu par le divin, a su vaincre et unifier le pays derrière le christianisme nicéen dans une même démarche spirituelle marquant tout son règne. À l'inverse, un Clovis baptisé tard dans son règne, c'est en réalité un roi assez amoral et sans foi ni loi qui triompherait sans l'intervention divine. Un homme qui apparaîtrait de fait comme un calculateur, faisant ses petites opérations et attendant le bon moment politiquement parlant, quand le rapport coût-bénéfice devient favorable pour se faire labelliser chrétien. Une version assez machiavélique, ma foi, qui ne colle pas vraiment avec la thèse du bon évêque de Tours. Mais quitte à avoir des biais, je préfère le mien de faire de Clovis un gros fils de bâtard. Désolé. Donc nous resterons sur notre version qui nous semble la plus logique. C'est-à-dire, encore une fois, celle d'un baptême autour de Noël 505 ou 506, 4 ans après son mariage avec Clotilde, et suite à sa campagne contre les Alamans, en supposant que même si Grégoire a un peu caviardé sa chronologie, avec sa manie de gros événements tous les 5 ans, il n'a pas eu totalement tort dans le séquençage logique de ces 3 événements. Et une fois qu'on a acté qu'il s'est fait baptiser au bout d'un moment, comme aurait pu dire Fernand Reynaud, ça laisse quand même pas mal de questions sur comment on en est arrivé là. Alors traditionnellement, on fait dépendre énormément ce baptême de la présence de la belle Crodéchilde, la princesse burgonde qui a épousé Clovis et qu'on appelle traditionnellement Clotilde. D'ailleurs, adressons le problème directement. Pour le reste des futures saisons de ce balado, et à l'inverse des célébrités comme Clovis, Saint-Rémy ou Sainte-Geneviève, on va essayer dorénavant de garder les prénoms dans leur forme aussi originelle que possible, qu'elles soient germaniques ou latines, plutôt que d'utiliser la forme moderne communément pratiquée comme celle de Clotilde. Pas tant pour faire nos petits malins. Quoique faut avouer, t'aimes bien ça. Mais plutôt pour garder une certaine authenticité, avec la démarcation nette qui devait exister dans l'imaginaire de ces hommes et de ces femmes en entendant leurs propres noms, qui d'entrée de jeu les classaient, à tort ou à raison,
dans la catégorie germanique ou latine. Et si cette distinction s'entendait dans la langue qu'utilisaient ces hommes, alors on va la conserver dans notre récit. Crodeschild, donc, de son nom germanique, est née dans les années 70-80, c'est-à-dire qu'elle a une dizaine d'années de moins que Clovis. Privée de ses parents, assez tôt, lâchement exécutée par son méchant oncle selon Grégoire, la princesse va quand même être adoptée et élevée à la cour de Gondebaud, probablement à Lyon à la fin du Ve siècle. Un roi pas si infect que ça finalement, puisqu'il lui donne une éducation soignée de princesse et la laissera devenir une chrétienne nicéenne convaincue. Frédéguerre, le chroniqueur du VIIe siècle, et Grégoire, celui du VIe, donnent des récits un peu différents de la rencontre. Mais évidemment, et ça ne surprendra personne, les deux concordent pour faire d'elle une sublime princesse qui subjugue et les ambassadeurs de Clovis et le roi lui-même au premier coup d'œil, totalement pétrifié devant sa beauté et sa sagesse. Évidemment, a-t-on envie de dire. Et si on devait finir par rencontrer une princesse intelligente mais moche dans un récit du Moyen-Âge, on vous fera signe. Alors, l'autre explication de cette union, moins magique que le coup de foudre, se trouve dans une lettre de l'évêque de Vienne à Gondebaud en 501, lui adressant ses condoléances après la mort de sa fille biologique. Un coup du sort pour le bon roi de Burgondie, en pleine négociation avec Clovis après la campagne de l'an 500 et qui a son importance. Car, dans les relations diplomatiques de l'époque, les mariages sont souvent le passage obligé pour sceller les traités de paix. Et le décès de la seule fille connue de Gondebaud expliquerait qu'on dégaine tout à coup Crodeschild comme remplaçante de luxe, bien qu'un peu âgée pour sceller un tel accord. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge, à entre 20 et 25 ans, une jeune fille est déjà considérée comme proche de la limite d'âge acceptable si le mariage se passe autour de 502. Notre princesse Burgonde, qui part donc finalement au nord vers Soissons ou Paris, pour prendre sa place à la suite ou à côté de la première épouse de Clovis, dont on n'entendra plus jamais parler, mais qui n'est pas forcément morte ou répudiée, et de son premier fils, le petit Théodoric, connu donc sous le nom moderne de Thierry Ier, et qui doit avoir à peu près une dizaine d'années maintenant. Et une femme burgonde qui arrive avec une idée bien arrêtée en tête, puisqu'elle veut absolument convertir son indécrottable païen de mari à la foi nicéenne, et qu'elle va le harceler jusqu'à triompher de sa résistance. Bon, il faut bien avouer qu'on ne sait pas grand-chose sur la véritable personnalité de Crodeschild, ni sur son physique d'ailleurs. Mais on peut faire le pari que sa foi n'était pas en papier mâché, et qu'elle devait être sérieusement convaincue, au point qu'elle sera déclarée sainte quelques années plus tard seulement. D'ailleurs, elle finira sa vie comme une veuve pieuse, vivant aux environs du monastère de Saint-Martin de Tours, où justement Grégoire va s'installer pour écrire son livre 30 années après son décès. Il a pu un peu broder pour faire de la future sainte une influenceuse du VIe siècle. Mais pour une fois, épargnons notre bon vieux Greg les tuyaux percés. Et gageons qu'il n'a peut-être pas tout inventé sur ce coup-là. En tout état de cause, Crodeschild va faire assaut de conviction sur son mari, le bassinant littéralement sur la question religieuse pour l'amener à la foi nicéenne. Avec un succès absolument nul dans les premiers temps. Les paroles ne marchent pas plus que les cérémonies qu'elle prépare en grande pompe pour impressionner le païen durant probablement plusieurs années. L'affaire d'ailleurs manque de mal tourner à la naissance du premier fils, un certain Ignomère que Crodeschild va faire baptiser immédiatement, mais qui meurt quelques jours après. Un coup du sort, dirions-nous, qui n'a rien de très original à une époque où la mortalité infantile est redoutable, mais qui crée une véritable rupture entre les deux époux. En citant Grégoire, le roi, aigri de cette perte, faisait à la reine de vifs reproches. Ce qui semble un doux euphémisme pour nous raconter que ça a dû pas mal barder entre les deux époux. Évidemment, dans une culture comme celle du 5e ou du 6e siècle, où à peu près tout doit s'expliquer immédiatement par la volonté du ou des dieux, la perte d'un premier-né mâle met forcément du plomb dans l'aile dans l'argumentation de la reine. Mais apparemment, il en faut plus pour la décourager, à tous les niveaux, puisqu'elle remet au monde dans la foulée un autre garçon
et le fait baptiser lui aussi, contre l'avis de son mari. Un enfant que Clovis voit une nouvelle fois tomber malade, ce qui reprovoque sa fureur, convaincu de l'ineptie de sa femme comme de son Dieu. Mais l'enfant, qu'on surnommera Clodomir, va survivre. Et du même coup, le couple royal, a-t-on envie de dire. Un garçon qui va être suivi au moins par 2 frères, nommés Clothar et Childebert, et une sœur appelée elle aussi Crodéchilde, histoire de bien nous rendre confus. En tout cas, plusieurs enfants nés en rafale dans les années 500-510 si on suit notre chronologie du mariage tardif. Pétard, j'imagine que ça devait être un peu tendu les repas de famille chez les Mérovingiens avec des embrouilles pareilles. Attardons-nous sur cet épisode. S'il est vrai, est-ce que cela démontre une certaine autonomie des épouses dans les familles princières germaniques pour qu'une telle liberté de décision soit tolérable? Autoréponse, oui. C'est possible. Et on va reparler dans la suite de notre saga, bien sûr, mais cette histoire de Crodéchilde détonne quand même un peu dans notre vision machiste de la société du Haut Moyen-Âge. Cette histoire qui finit bien, en tout cas pour Clodomir et sa maman, et que Clovis prend comme un heureux présage, va donc être accompagnée par la fameuse bataille contre les Alamans et la conversion instantanée sur le champ de bataille, avec sa célèbre phrase « Si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom. » On l'a dit à l'épisode 60, la grosse confiance. Ce que Grégoire nous présente comme une simple campagne unique contre les Alamans a en réalité été une guerre par intermittence s'étalant sur une bonne dizaine d'années, aux côtés des Francs rhénans. Mais autour de 505-506, Clovis attaque une nouvelle fois les Alamans du côté du Haut-Rhin et mène une campagne de destruction considérable ce coup-ci. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut positionner l'épisode ultra célèbre du serment du roi des Francs, jurant de se faire baptiser quand la bataille tourne mal, et à peine a-t-il prononcé ces mots que le roi alamand se fait tuer et que Clovis remporte une victoire éclatante? Possible, en tout cas crédible, puisque effectivement, une nouvelle opération militaire, cette fois décisive, a bien eu lieu cette année-là sur le Rhin, et elle marque l'anéantissement complet de la Confédération des Alamans, ex-peuple star dont on a parlé dès la saison 1. Un nouveau succès militaire retentissant, à peine raconté dans les chroniques, mais qui est à mettre au crédit de Cerial Annexeur après la campagne ratée contre la Burgondie, et qui va relancer la machine militaire franque. Alors, qu'est-ce que Clovis a pensé, prié ou crié à haute voix lors de cette bataille? Quelle qu'en ait été la date ou le lieu? Difficile à dire. Même si cet événement, couplé au baptême des enfants royaux, va devenir la version officielle du chemin vers la conversion. Alors, soyons clairs, il n'y a pas la moindre preuve contemporaine sur ces 2 épisodes, sinon le texte de Grégoire 100 ans plus tard. Ça ne fait pas du récit de Grégoire une fumisterie, mais il y a sans doute plus que la version officielle à raconter là-dessus. D'abord, et bien évidemment, on doit absolument être réaliste sur le contexte général dans lequel Clovis affermit son pouvoir. Dès le début, le roi des Francs s'est fait l'allié des pouvoirs locaux chrétianicéens autour de lui, en se posant immédiatement comme le protecteur de l'Église, comme le lui suggérait gentiment Rémy de Reims à son avènement. Clovis a fait dès le début le choix de soutenir les puissants en Gaule. Que ce soit l'épisode du vase de Soissons ou sa proximité avec Sainte-Geneviève, avec laquelle il va négocier d'une manière ou d'une autre la fin du siège de Paris et la libération des prisonniers, on dispose dans les textes d'une succession d'épisodes où Clovis, encore païen, fait tout pour se mettre dans la poche les autorités et puissances ecclésiastiques. Car pour mieux contrôler le pays qu'il a commencé à conquérir à partir de 486, Clovis avait tout intérêt à se faire, à minima, le meilleur ami des grandes familles aristocratiques et de leurs évêques. Leur coopération lui facilitait grandement la tâche pour reprendre la machine administrative et fiscale de la Gaule que ses propres hommes ne savaient probablement pas faire tourner. Donc, son intérêt propre était quand même aussi d'aller vers le christianisme nicéen, surtout s'il n'avait pas de prévention particulière à l'idée d'un mélange entre son armée et la société gallo-romaine dont il voulait prendre le contrôle. Ce qui est d'ailleurs assez logique, vu que les Francs, à l'inverse des 4 autres royaumes barbares ariens, se sont plutôt historiquement bien intégrés à la population locale nicéaise, et pas niçoise.
comme nous l'avons raconté, sur 2 siècles. Rappelez-vous, chez les Francs, pas d'invasion soudaine, comme pour les 4 autres peuples débarquant brutalement dans un coin éloigné de l'Empire. Les Francs, ça fait longtemps qu'ils vivent dans le pays gallo-romain, avec des Gallo-romains, des siècles même. Donc on peut faire l'hypothèse qu'à l'inverse des autres royaumes, où on a tenté peut-être de maintenir une division stricte entre élite barbare et population romaine, défendant bec et ongle la non-intégration, les Francs, eux, avaient une toute autre vision de la chose et se foutaient pas mal de se mélanger avec la culture du coin, façon salade niçoise, et pas nicéenne cette fois. Qui sait, ça vient peut-être de là l'adage. Les Francs, si tu les aimes, ils ne te quittent plus. Ou un truc du genre, moins inspiré. C'est une conjecture. Impossible d'avoir des certitudes sur l'état d'esprit du franc de base de l'armée de Clovis. Mais on peut en effet imaginer que les résistances culturelles chez les Francs étaient moins fortes qu'ailleurs pour empêcher un rapprochement. Et que le roi des Francs a donc dû vite faire le calcul politique de tout ce que devait lui apporter ce mouvement d'unification avec peu, ou en tout cas moins de pesanteur culturelle à briser chez ces hommes que dans les autres royaumes. Et un autre calcul a dû venir s'ajouter à cette approche visible dès le début du règne. Je parle du bénéfice évident pour Clovis que de passer pour le champion anti-arien pour tout l'Occident. Et il a forcément anticipé que son choix allait lui faire de nouveaux amis dans le reste de l'Empire. D'ailleurs, dans les rares textes contemporains qu'on a de l'événement, l'évêque Avide de Vienne, du royaume de Burgondie, écrit juste après pour le féliciter avec cette phrase célèbre « Votre foi est notre victoire ». Une preuve que ce baptême avait une véritable portée internationale, ce qui était probablement aussi dans le calcul coût-bénéfice du roi. Clovis avait bien compris que son choix allait le rendre très populaire, avec un nombre conséquent d'évêques du royaume wisigoth par exemple, et qui ont pu commencer à rêver d'un champion nicéen pour les défendre. D'ailleurs, étrange coïncidence, on observe que les 2 souverains du Sud, Gondebaud de Burgondie et Alaric II des Visigoths, conscients du danger à passer pour les méchants de l'histoire, se sont mis tout à coup au même moment à faire pas mal d'efforts pour se mettre bien avec les 10 évêques nicéens de leur propre royaume. Concile d'évêques organisés par eux, protection religieuse, pacification, tout le monde se met à caresser les Nicéens dans le sens du poil à l'ouest, après des décennies un peu moins harmonieuses, semble-t-il. Est-ce que Clovis, consciemment avec son rapprochement puis son baptême, n'a pas lancé une petite course à l'échalote entre nordistes et sudistes pour savoir qui serait le souverain le plus populaire pour l'élite gallo-romaine nicéenne? Peut-être. Et d'ailleurs, est-ce l'un ou l'autre? Est-ce que Clovis a fait réellement un pas de foi motivé par ses convictions propres, ou il a fait le gros opportuniste en voyant la vague arriver, afin de griller la priorité à ses concurrents en devenant le top champion des Nicéens? Encore un titre pour Clovis de Nice. Mais si c'était les deux, mon général, et pas forcément l'un ou l'autre, l'opportunité et la conviction ne sont pas forcément exclusives. Mais bon, comme personne n'était dans sa peau, on ne le saura sans doute jamais. Non, c'est vrai. Et on laissera donc la question en suspens. La cérémonie, elle, va donc se tenir selon le rituel habituel du 5e et du 6e siècle, présidé par Rémi de Reims, son mentor du début. Ce qui soutient la tradition d'un baptême dans la ville de Reims, l'évêque étant réputé pour être assez casanier. Une hypothèse parfaitement raisonnable, d'autant qu'un baptistère octogonal paléo-chrétien a été retrouvé sous le dallage de la cathédrale moderne. Mais c'est loin d'être sûr, les témoignages sur cette localisation étant tardifs et possiblement frelatés par des considérations politiques des siècles suivants, pour rehausser la réputation de cette ville. D'autant que des baptistères, on en trouve dans à peu près toutes les cités de Gaule à l'époque. Vous pouvez d'ailleurs encore en voir aujourd'hui de magnifiques exemples des premiers siècles, à Aix-en-Provence, à Fréjus, à Riez ou même à Grenoble ou à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Donc, le baptême de Clovis a bien pu avoir lieu à Reims, mais tout autant à Paris ou à Soissons si on est sincère. Pour rester dans l'hypothèse de Reims, qui représente assez bien le cas typique des autres villes de même importance, le baptistère dans lequel Clovis s'est plongé appartient à une salle spécifique prévue à cet effet au sein d'un complexe épiscopal. Donc,
situé souvent à côté de la basilique et de la résidence de l'évêque. La salle peut être carrée, mais pas forcément, d'environ 100 ou 200 mètres carrés, avec une piscine octogonale centrale de 30 centimètres de profondeur, dans laquelle va se placer le catéchumène pour recevoir le sacrement. Alors le catéchumène, c'est le nom de l'aspirant au baptême, ce que Clovis a dû être avec une véritable formation biblique pour le préparer, même si tout laisse à penser que ça a dû être un peu accéléré pour lui dans les mois précédant la cérémonie. Un moment dont on ne sait fondamentalement que peu de choses spécifiques. Sinon la phrase célèbre de Rémi au moment de procéder au baptême, et je cite, « Dépose tes colliers et fiers cicambres, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. » Une phrase qui ne fait que souligner que Clovis a dû se déshabiller et déposer toutes ses amulettes, s'il en avait, avant de rentrer nu dans la piscine octogonale, ou simplement de baisser la tête selon la traduction qu'on choisit, car le texte manque de clarté. Une marque d'humilité quoi qu'il en soit, qui précède son passage dans le baptistère, où Rémi lui fait confesser rituellement son adhésion au credo trinitaire avant d'être recouvert de l'eau de la piscine pour confirmer sa nouvelle naissance. Une cérémonie spectaculaire, où non seulement Clovis passe côté nicéen, suivi de sa propre sœur Alboflède, de la Pinède, mais aussi suivi de 3000 de ses plus fidèles soldats qui l'accompagnent. Enfin, peut-être. 3000, c'est bien. Mais ça sonne même un peu trop bien. Comme le fameux passage biblique du livre des Actes chapitre 2, où 3000 personnes se font baptiser à Jérusalem par les apôtres après la crucifixion. Greg l'Éthiopercé ne recommencerait-il pas à débloquer avec ses galéjades ? Évidemment, on est dans la référence biblique à plein nez. Et même si Clovis a dû se faire baptiser avec un certain nombre de compagnons et de familiers, il est peu probable que ni la taille de la piscine, ni l'endurance des évêques auraient pu gérer un nombre pareil d'affilée sur la même journée. Mais disons que Clovis et certains fidèles ont dû passer ce jour-là par les eaux du baptême, confirmant le changement radical de nature du régime. Mais ce qui pose évidemment la question de l'attitude générale de ses propres soldats francs devant cette nouveauté. Là encore, on n'a aucune preuve et aucun détail en la matière. Mais on peut faire l'hypothèse qu'une nouvelle fois, la décision de basculer dans le christianisme a dû être longuement mûrie par le roi pour ne pas brutaliser ses supporters, pas forcément touchés aussi vivement que lui par la lumière divine dans la guerre contre les Alamans. Ce qui soutient d'ailleurs l'hypothèse d'un baptême tardif, avec des troupes désormais fermement sous contrôle et dévouées à un chef hyper charismatique qui les a enrichis au fil des campagnes des dernières années et qui vont ainsi accepter cette décision plus simplement. Un chef assez glorieux et puissant pour opérer un changement aussi brutal dans les normes culturelles de son groupe sans en braquer complètement tous les membres. Un changement qui aurait été impossible ou suicidaire d'impulser au début du règne où sa crédibilité de chef n'était pas encore très assurée et qu'on devait encore s'écraser devant un soldat bougon capable de manquer de respect à un évêque. Est-ce que tous les guerriers de l'entourage de Clovis suivent sa conversion pour leur part ? Probablement pas. Les plus proches, oui, mais l'ensemble de sa troupe, c'est assez douteux. Mais après tout, ces hommes ont fait de la guerre et du pillage leur style de vie. Si, comme l'a hurlé Clovis à la bataille contre les Alamans, le dieu de Crodéchilde peut lui donner la victoire, ce qui est textuellement la prière que nous rapporte Grégoire, il n'est pas impossible que tout le monde ait été d'accord de soutenir le grand roi avec une telle promesse derrière ce baptême, quelle qu'ait été leur propre conviction religieuse. À défaut de les convertir, Clovis a dû se satisfaire sans doute qu'ils acceptent sa décision comme ils ont accepté jusque-là sa relative protection des chrétiens. D'ailleurs, il y a un dernier petit détail dont on n'a pas parlé sur ce baptême. Et c'est bien entendu sa date. Mais pas l'année. Non, le jour. Le jour de Noël, qui lui n'est pas contesté pour le coup. Vraisemblablement, le 24 décembre 505 ou 506 donc, si on suit notre chronologie. Ce qui, au-delà d'une date qui claque, n'est pas un petit détail, car les baptêmes d'adultes au 5e ou au 6e siècle se passent toujours le jour de Pâques, en mars ou en avril donc selon l'année. Mais Clovis, lui, va bénéficier d'une exception grâce aux évêques, trop heureux d'accueillir le roi des Francs dans leur rang. Une sacrée fleur qu'ils lui font, en contradiction avec toutes les normes de l'époque,
mais qui arrange prodigieusement le roi des Francs. Un passe-droit qui montre bien qu'on est au-delà des convictions personnelles dans un arrangement bien compris entre Clovis et ses nouveaux amis ecclésiastiques, et qui montre, sans aucun doute possible, que malgré les eaux du baptême, Clovis n'a pas totalement perdu de vue ses véritables priorités terrestres. Et c'est clair, évidemment, car au-delà de ce débat du choix dans la date, la saison militaire au Haut-Moyen-Âge, c'est évidemment le printemps. C'est là qu'on rassemble les soldats, sur le fameux champ de Mars, pour les passer en revue avant d'aller péter les dents aux voisins burgondes ou alamans. Pas fou le Clovis. Il veut bien faire avaler sa conversion à ses soldats, mais pas au point de les priver de butin pour la nouvelle saison qui s'annonce. Les choquer avec une nouvelle fois un peu bizarre, d'accord. Mais les priver de pillage en faisant l'impasse sur la saison militaire pour des histoires de curés, il ne faut pas rigoler non plus. Bref, une conversion au christianisme qui ne transforme pas totalement le loup Clovis en agneau, Pascal. Xavier. Serial annexeur un jour, serial annexeur toujours. Et le baptême de 505 ou 506 n'y changera rien. D'ailleurs, se dit sûrement Clovis en sortant de la piscine de Nice, de Reims, c'est plus bien. Mais c'est bien sûr, le royaume de Toulouse est toujours piloté par des Ariens. Une anomalie inacceptable pour le bon roi des Francs, qui s'est probablement dit que, comme pour les chasseurs, il y a les mauvais et les bons Ariens. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs, des Mérovingiens et des Ariens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com. Et rendez-vous au prochain épisode.